RFI. Communiste ou communisant. C'est contre-vérité. D'hommes semblables et égaux. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Scopéo, l'Observatoire politique. Je suis Lucas, membre de Scopéo, et je vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne pour l'entrevue politique numéro 14. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de poursuivre notre série d'entrevues politiques avec Madame Emmanuelle Ducrot, journaliste économique chez le média L'Opinion. Au programme d'aujourd'hui, nous allons aborder et questionner notre modèle d'agriculture. Je laisse maintenant la parole à Domiti, membre de Scopéo, pour qu'elle pose plus précisément le décor de ce podcast. Merci Lucas, bonjour à celles et ceux qui nous écoutent et surtout bonjour à vous Madame Emmanuelle Ducrot. Bonjour à tous. Vous nous faites le plaisir aujourd'hui de nous accorder cette entrevue pour discuter ensemble de votre vision de l'agriculture pour la France. Vous traitez vous-même fréquemment de ce thème sur les médias, dans vos articles et dans vos interventions publiques, notamment les sujets relatifs à l'agriculture biologique, à la condition de vie de nos agriculteurs français, à notre alimentation, aux pesticides, à la cause animale. Mais avant de démarrer l'entrevue, Madame Ducrot, je vous laisse vous présenter brièvement pour ceux qui nous écoutent. Eh bien, vous l'avez déjà fait beaucoup. Bonjour à tous. Je suis donc journaliste pour L'Opinion, un média qui a fêté ses 8 ans l'année dernière, qui fêtera ses 9 ans cette année, qui est un média récent qu'on trouve en kiosque et qu'on trouve en ligne. Et je m'occupe pour ce média effectivement des questions d'alimentation, d'agriculture, aussi des questions de transport et un petit peu des questions de tech. Je collabore avec d'autres médias pour le compte de L'Opinion, notamment avec LCI. Et avant de travailler pour L'Opinion, j'ai été longtemps journaliste financier dans un quotidien spécialisé dans la bourse. Voilà, à peu près ce que je pouvais vous dire. Tout d'abord, partons d'un constat évident et partagé par tous. L'agriculture française, qui était un fleuron national, est en perte de vitesse. Et si rien n'est fait, la France sera importatrice nette en 2023, c'est-à-dire que nous ne serons plus souverains au niveau de notre alimentation. Face à ce constat terrible, comment expliquez-vous que ce sujet soit délaissé par la classe politique et que la question de la souveraineté alimentaire ne semble intéresser ni les médias, ni les responsables économiques et publics ? Eh bien, disons que je pense qu'on a été habitué à être très gâté dans ce domaine-là. Depuis la fin des années 60, la France a conquis son indépendance, disons sa souveraineté alimentaire. Alors, je ne vais pas revenir là-dessus. Il y a plusieurs définitions de ces concepts de souveraineté alimentaire, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut évidemment pas produire sur notre sol, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans l'après-guerre, on s'est rendu compte que la France était extrêmement dépendante de l'extérieur pour se nourrir, notamment parce qu'à cette époque-là, elle avait encore des colonies qui l'alimentaient en fruits, en légumes, en céréales, en raisins, en matières grasses aussi. Et on a fait le constat que la France avait une structure agricole qui était obsolète et qui ne permettait pas de se nourrir. Et d'ailleurs, les agriculteurs avaient souvent un mode de production qui était relativement vivrier et produisaient pas beaucoup plus que ce que consommait leur famille. Et donc, on a lancé dans les années 60, c'était le ministre de l'Agriculture, Edgar Pisani, une grande réforme de l'agriculture. On l'a considérablement modernisée. On a par exemple modernisé la sélection des semences pour avoir des semences qui sont un peu plus productives. On a aussi remembré, ce qui est aujourd'hui très discuté, les terres agricoles, etc. Et on est passé dans une agriculture plus modèle, certains diront industrielle, ce n'est pas ma vision des choses, mais en tout cas une agriculture qui faisait appel à des fertilisants, à des produits de protection des plantes, ce qu'on appelle couramment des pesticides, mais qui est un peu réducteur comme vocabulaire. Et la France a conquis son indépendance alimentaire de cette manière-là. Et elle est devenue une sorte de pays de cocagne, le plus grand producteur de l'Union européenne, un pays qui se singularise par la variété de ses productions, par la qualité de ses productions aussi, parce qu'on critique beaucoup notre agriculture, mais quand on la regarde de l'extérieur, elle est réputée pour ça. Et petit à petit, cette espèce de constat de pays de cocagne, c'est érodé parce que de législation surtransposée de l'Europe, en coût du travail excessif, en règles toujours plus compliquées pour implanter des exploitations agricoles, en mauvaise rémunération, en fuite des nouvelles générations, eh bien, on arrive à ce constat qu'aujourd'hui, effectivement, si on enlève les vins et spiritueux de notre balance commerciale, la France importe de la nourriture. Et ce qui est encore plus grave, c'est que oui, effectivement, elle est dépendante, par exemple, en termes de fruits et légumes, on en importe entre 40 et 60%. Alors, il reste des postes qui sont exportateurs en France et qui sont solides, et c'est important, les postes céréaliers, le poste des boissons, par exemple, un petit peu le poste des laitages, mais pour le reste, on a effectivement perdu cette chose essentielle qui est la capacité de choix
de choix de la manière dont on produit notre nourriture, puisqu'on importe des choses qu'on ne peut plus ou qu'on ne veut plus faire chez nous. Merci beaucoup. Donc, la question de la démographie doit aussi être abordée. Les agriculteurs exploitants représentent aujourd'hui seulement 1,5% de l'emploi total en France, contre 7,1% en 1982. Au niveau de la pyramide des âges aussi, les chiffres sont alarmants. Seuls 1% des agriculteurs ont moins de 25 ans, tandis que 55% des agriculteurs français ont plus de 50 ans et 13% plus de 60. La fin d'une France rurale est-elle inévitable selon vous? Et comment pouvez-vous expliquer ce désamour pour les métiers agricoles? Alors, effectivement, vous avez raison de le souligner, il va falloir renouveler d'ici à 2030-35 la moitié des agriculteurs de France. Donc, c'est un défi absolument terrible. Alors, la fin des agriculteurs ne veut pas dire la fin de la ruralité. Ce sont deux choses différentes. Mais effectivement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une ferme qui ferme quelque part en France, ça veut dire une activité économique qui s'éteint et qui n'est remplacée par rien d'autre. C'est-à-dire que si, par exemple, un commerce ferme en ville, il est remplacé par autre chose. Si une usine ferme, il y a des chances qu'elle soit reprise ou que les bâtiments servent à autre chose, enfin qu'une autre activité s'implante. Quand une ferme ferme, ça n'est pas une ferme, il n'y a pas forcément autre chose qui s'installe au même endroit. Et donc, effectivement, c'est une dévitalisation économique qui va bien au-delà de l'agriculture. Alors, le désamour, il vient de plusieurs choses. Disons que les agriculteurs ayant produit plus, il s'est révélé moins important d'en avoir beaucoup pour asseoir notre production alimentaire. Ça a marché un certain temps. Mais on se rend compte aujourd'hui que les attentes des consommateurs qui vont, par exemple, vers des produits bio impliquent des baisses de rendement de la moitié, à peu près. Donc, ça veut dire qu'il va bien falloir trouver quelqu'un pour produire cette nourriture. Alors, vous avez raison, il y a un enjeu d'installation des jeunes générations. C'est vraiment quelque chose de capital, c'est vraiment quelque chose d'important et c'est aussi une vraie chance pour l'agriculture parce que les jeunes qui viennent à l'agriculture sont pour une partie, à peu près la moitié, des gens qui sont issus d'un cadre familial agricole, mais pour une autre moitié, des gens qui viennent d'un autre monde. Soit des jeunes qui vont s'installer en agriculture comme début de carrière, soit des gens qui font des reconversions professionnelles et qui viennent à l'agriculture avec un autre héritage culturel, une autre manière d'envisager les choses, et peut-être aussi moins de poids sur leurs épaules, de poids de la tradition, parce que la tradition, ça a du bon. La tradition, c'est aussi parfois quelque chose dont on doit s'affranchir pour innover, pour progresser. Et parfois, les agriculteurs disent que la tradition, ça leur pèse. Alors, il y a plusieurs chantiers qu'il va falloir envisager. Donc, il faut aider effectivement les jeunes à s'installer parce que s'installer dans une ferme, ça coûte très cher. Il faut beaucoup d'investissements, il faut des machines, il faut du matériel. Et il y a un point qui est absolument considérable, c'est celui de la terre. Le foncier, ça coûte extrêmement cher et les jeunes agriculteurs souvent se lancent dans la vie active avec un énorme poids de dette parce qu'ils ont dû acheter la terre. Donc peut-être qu'il va falloir, pour rendre les installations plus faciles, repenser la façon dont on gère la terre, peut-être que des structures publiques peuvent se charger de la détenir et la mettre à disposition avec des bails de très longue durée à des jeunes exploitants, de façon à ce qu'ils puissent se projeter sur la durée, sur des terres alors qu'ils ne leur appartiendront pas en propre, mais qu'ils vont être chargés de valoriser, de soigner, d'exploiter, etc. Donc, il y a beaucoup de pistes à reprendre. Les modèles d'agriculture aussi sont à repenser pour ce qui est de leur équilibre économique. Il y a aujourd'hui des activités agricoles qui arrivent péniblement à l'équilibre quand elles ne sont pas déficitaires. Et effectivement, c'est difficile de valoriser un métier quand on sait qu'on ne gagnera pas sa vie très très bien, voire qu'on tirera le diable par la queue une année sur deux. Alors, il faut absolument pulvériser ce mythe de l'agriculteur qui gagnerait 380 € par mois. Hein. Ce chiffre-là, il est largement contesté. Il a fait beaucoup de mal à la profession agricole parce qu'il a dévalorisé la perspective de carrière et l'intérêt du métier. Cela dit, effectivement, il faut qu'on arrive à repenser des modèles agricoles qui soient efficaces économiquement, qui soient plus rémunérateurs. Et puis, parce que c'est aussi une fierté de vivre de son travail et d'être regardé par la société dans son ensemble comme quelqu'un qui nourrit les autres avec fierté et qui gagne sa vie de cette façon-là. Alors, en vous écoutant, on a l'impression qu'il y a énormément de problèmes à traiter, mais aussi de solutions à apporter. Et pourtant, on a l'impression que ce n'est pas dans les premières préoccupations des Français, dans les sondages. Et du coup, qu'on n'en parle pas beaucoup dans la campagne présidentielle qui se lance, on a l'impression que les sujets majoritaires ne touchent absolument pas à la ruralité, même pour les candidats qui revendiquent une attache aux territoires défavorisés,
Comment est-ce que vous l'expliquez? Alors, je me l'explique difficilement. La ruralité, c'est encore 80% de notre territoire et à environ 30% des habitants. Donc, ça concerne quand même un tiers de nos compatriotes. La ruralité au sens large du terme, hein, c'est-à-dire les gens qui vivent pas dans les villes, un peu loin des centres urbains. Je ne m'explique pas comment un sujet aussi important que celui-là, la souveraineté alimentaire, c'est-à-dire comment un pays est maître de son destin, de ce qu'il met dans ses assiettes, ne préoccupe pas plus nos politiques. C'est une des premières des libertés. C'est aussi un des premiers facteurs de paix sociale, la nourriture. Le fait qu'un peuple soit correctement nourri, le fait qu'un peuple ne soit pas nourri par un système qui serait à deux vitesses, c'est absolument capital pour la cohérence, pour la cohésion d'un pays. Et effectivement, ça m'interroge que nos politiques aient globalement des visions totalement éthérées de l'agriculture. La plupart d'entre eux se contentent de dire on n'a qu'à faire du bio et tous les problèmes seront résolus, comme si c'était une formule magique et sans jamais se rendre compte des implications que ça a en termes de production, en termes économiques, etc. Pour moi, c'est vraiment un mystère. Ça devrait être un sujet absolument capital. On sait que la population mondiale atteindra en 2050 10 milliards d'habitants, qu'il va falloir nourrir cette planète. Alors, la France y contribue un petit peu, hein. Elle ne peut pas évidemment porter ça sur ses épaules, mais ça veut dire aussi que des nombreux pays vont se retrouver en concurrence pour l'accès aux ressources alimentaires et que si la France n'y fait pas attention, elle se retrouvera non pas en capacité de maîtriser sa subsistance, mais elle devra se battre, elle aussi, sur les marchés internationaux pour avoir accès à la nourriture. Et ça devrait être une perspective qui fait frémir d'horreur nos politiques, d'autant que généralement, quand des pays sont déstabilisés par la faim, ça crée des vagues migratoires et ça déstabilise des pays entiers. Cette question-là, elle est, de mon point de vue, centrale. La conquête de la paix, elle s'est faite par la conquête de la nourriture, par la conquête de la stabilité alimentaire et par la conquête aussi de la variété. Enfin, une société de disette, c'est une société qui généralement va très mal. Donc, je ne m'explique pas que ce sujet ne soit pas pris à cœur, à bras-le-corps par nos politiques. D'autant que dans tout le débat capital qu'on doit avoir de savoir comment on s'adapte au réchauffement climatique, comment on lutte aussi contre le réchauffement climatique, il y a dans la ruralité et dans le monde agricole des solutions qui sont extrêmement importantes. L'agriculture, ce n'est pas juste des externalités négatives, c'est-à-dire des usages de pesticides, etc. C'est aussi une façon de capturer du carbone dans le sol. L'agriculture est probablement une des seules activités humaines qui, si elle est repensée, si elle fait une bonne transition, peut être quasiment neutre en termes de carbone. Et ce sujet-là, que les politiques n'aient pas envie de creuser un petit peu plus techniquement, de se poser un petit peu plus de questions des cycles globaux, qu'ils remettent par exemple en cause l'élevage, sans se rendre compte que l'élevage, c'est aussi un engrais, j'allais dire naturel, même si je n'aime pas ce mot avec des guillemets, qui permet de se passer d'engrais azotés dans beaucoup de cas, qu'ils ne se rendent pas compte qu'il y a aussi des questions énergétiques attachées à l'agriculture, que le biogaz, ce n'est pas une réponse absolue, mais c'est quand même une partie de la solution. Ça me paraît assez fou. À vrai dire, ça me paraît assez fou et je suis souvent très étonnée du niveau très bas de connaissance de nos politiques sur les questions alimentaires, sur le simplisme des réponses qu'ils apportent. Je vais vous donner un exemple. Quand on parle par exemple du glyphosate, le glyphosate, c'est un herbicide. Le glyphosate, c'est quelque chose que pour la plupart de notre classe politique, il faut éradiquer. Ils ne se sont pas vraiment posé la question de savoir pourquoi. La thématique est à la mode. Voilà, le glyphosate n'est pas un sujet sanitaire, hein, c'est un sujet idéologique. Mais ils ne se sont pas rendus compte que quand on se prive de glyphosate, on se prive de techniques culturales extrêmement intéressantes, comme l'agriculture de conservation des sols, c'est-à-dire une agriculture qui fait beaucoup moins appel au labour, donc qui utilise moins de machines, qui émet moins de CO2 et qui, en même temps, permet de capter dans le sol de très, très gros volumes de CO2 tout en préservant de l'érosion, qui est un autre danger pour l'agriculture. Et qui permet aussi de développer des tas de cultures alternatives qui sont très intéressantes, comme qui, par exemple, ramènent de l'azote dans le sol. Les politiques n'ont aucune espèce de connaissance sur ce sujet-là et aucune idée des conséquences de leurs choix. La même chose quand on a parlé de la betterave et des néonicotinoïdes. Une partie de la classe politique s'est précipitée pour dire qu'il faut les interdire tout de suite. On ne s'est pas préoccupé de savoir comment on allait faire sans. Comme si c'était magique et qu'on pouvait faire sans. On est en train de se rendre compte que 3 ans après, on n'a pas trouvé de solution unique. C'est très compliqué.
Et le corollaire de tout ça, c'est que si on détruit une industrie sucrière en interdisant la production ici, on se retrouve dans une situation totalement absurde où l'Europe ne pourra plus produire son propre sucre et l'importera du Brésil, puisque les capacités de production en Europe, elles ne peuvent pas beaucoup augmenter, à part en Pologne, et que ça ne suffira pas. On va importer du sucre, par exemple, du Brésil, du sucre qui est produit dans des conditions qu'on n'oserait même pas imaginer ici, et ce sucre va traverser la planète en bateau. Cette équation est débile, mais personne n'a tiré le raisonnement jusqu'au bout. Et en fait, on est souvent victime de ça quand on traite des questions agricoles, c'est-à-dire des idées qui sont lancées en l'air, et personne qui n'envisage les effets dominos qui suivent et qui sont souvent bien, bien pires que le mal. De la même façon, et j'en terminerai là parce que ça commence à être un peu long, l'Europe est en train d'envisager une stratégie agricole qui s'appelle Farm to Fork et dont les études sont en train de montrer qu'elle aboutit à 2 résultats. 3. Elle sabote la production agricole qui baissera de 20 à 25%. Elle va faire augmenter les prix pour les consommateurs de 12 à 15%. Et elle se traduit surtout par une délégation au reste du monde des inconvénients de l'agriculture. C'est-à-dire que les émissions de CO2 ne seront plus faites sur notre territoire, elles seront faites ailleurs. Et là, je m'interroge, quel est le sens politique de cette action-là? Ça devrait tous nous rendre fous, et j'ai l'impression que tout le monde s'en fiche. Alors, pour ceux qui nous écoutent, est-ce que ce serait possible que vous définissiez un petit peu en quoi consiste cette politique, quelles sont les mesures qu'elle prévoit de mettre en place et pourquoi est-ce que ça amènerait ces conséquences? Alors, Farm to Fork, c'est une vision, c'est la déclinaison agricole du Green Deal européen, c'est-à-dire une idée très noble à la base, faire en sorte que le continent européen se remette sur des rails un peu verts, diminue ses émissions de CO2 drastiquement et prenne grand soin de sa biodiversité. Tout le monde est d'accord avec ça. Simplement, la façon dont l'Europe l'envisage est de couper par 2 de manière autoritaire les usages d'intrants et de pesticides, mais on n'a pas de solution alternative. C'est-à-dire que si on prive l'agriculture d'engrais et de traitement des plantes, on va faire chuter drastiquement nos productions. Donc ces productions-là, il va bien falloir les remplacer vu que l'Europe ne se nourrit déjà pas toute seule. Ensuite, il y a un changement d'usage des terres. Et puis une part accrue donnée à l'agriculture biologique dont on sait que les rendements sont bien inférieurs. Voilà, en gros, les grandes lignes. Et donc tout ça, ça signifie une production de céréales qui va baisser de 20-30%, quelque chose comme ça. Une production de bœuf qui va baisser de 25%. Alors vous allez me dire, la viande, ce n'est pas bon pour le climat, sauf que tout ça, ça a toujours des effets dominos derrière, c'est-à-dire une déprise agricole des campagnes, ça veut dire moins d'engrais issus de l'élevage, enfin, ça veut dire des prairies qui ne sont plus entretenues et qui donc ne captent plus le carbone qu'elles pourraient capter. Enfin voilà, donc personne n'a modélisé ça en Europe avant de proposer cette orientation politique. Et ce sont maintenant des universités, des bureaux d'études économiques qui modélisent a posteriori les conséquences de cette politique et qui tirent la sonnette d'alarme en disant attention, attention, on va dans le mur. Non seulement on va saboter nos capacités d'être en contrôle de notre alimentation et donc de notre paix intérieure, on va se lancer sur les marchés mondiaux à la course à notre subsistance, alors que cette concurrence va être de plus en plus rude. Et en plus, écologiquement, les buts ne seront même pas atteints puisqu'on va simplement déplacer les problèmes. Voilà en quelques mots. Alors, vous nous avez parlé des arguments écologiques ou pseudo-écologiques qui sont utilisés contre le glyphosate. On a aussi dans nos sociétés modernes des arguments éthiques ou pseudo-éthiques qui sont utilisés de plus en plus, que ce soit pour le glyphosate, mais aussi pour la question animale, des conditions d'élevage. Oui. Et il semble difficile de concilier aujourd'hui l'élevage intensif et le bien-être animal. On sait par exemple qu'environ 95% des porcs sont élevés dans des bâtiments sur caillebotis, vivent enfermés et ne voient pas la lumière du jour. Comment répondez-vous à cette problématique? La solution se trouverait-elle dans le développement de la viande de synthèse cultivée dans des laboratoires ou faut-il encourager et aider nos agriculteurs à offrir de meilleures conditions d'élevage aux animaux? Alors, c'est une question absolument capitale et qui préoccupe beaucoup la société et qui la préoccupe d'autant plus que la société n'a plus à se battre pour se nourrir. Ces questions-là, on se les pose parce qu'on est aujourd'hui dans une société à satiété. C'est très bien. C'est très bien. Et effectivement, améliorer les conditions d'élevage, c'est
capital, c'est possible, mais ça prend du temps. Et il faut comprendre qu'effectivement, on peut le faire, mais il faut laisser à la structure le temps de s'adapter, lui donner des objectifs avant d'y arriver. Les avancées, ça existe. Par exemple, depuis le 1er janvier, il y a 2 choses très importantes qui sont passées dans l'agriculture en France. La première, c'est le fait qu'on ne détruit plus, qu'on ne tue plus les poussins mâles pour la production des œufs. Vous savez que ce sont donc les petites poules femelles qui pondent des œufs et que donc les races de poules qu'on fait éclore pour pondre des œufs produisent des mâles et des femelles et on n'a pas besoin des petits mâles qui sont pas, on ne peut pas les consommer comme des poulets de chair, ce pas les mêmes races de poulets. Et donc on tuait ces petits poussins petits, ils devenaient de la nourriture pour animaux. Donc c'est éthiquement, effectivement, difficilement défendable, voire pas du tout défendable, de faire naître des êtres vivants pour les tuer aussitôt parce qu'ils ne correspondent pas à une nécessité de production. Tout le monde est d'accord là-dessus. Et on a donc dit depuis 4 ans en France qu'on allait en terminer avec cette pratique. Et il a fallu 4 ans à toute la filière volaille pour trouver une solution pour éliminer les œufs avant que naissent les poussins. Donc, on a dû mettre au point des machines sophistiquées qui détectent le sexe des poussins dans les œufs, de manière à détruire des œufs et non pas des êtres vivants. Donc, ça, on peut quand même considérer que c'est un progrès. Simplement, ça a coûté cher et ça a pris du temps. Il faut comprendre que c'est possible, mais que ça a une conséquence pour les consommateurs, un petit renchérissement de la nourriture. Alors, c'est minime sur les œufs, mais bon, ça existe. Que ça déstabilise aussi les équilibres économiques des exploitations quand elles fassent la transition. Et que voilà, c'est une nouvelle manière de faire. Il faut réorganiser. Voilà, ça prend du temps. De la même manière, on a décidé depuis le 1er janvier, c'est pareil, un travail long, que la castration à vif des porcelets était indéfendable. Et c'est vrai, c'est une souffrance animale qui n'est pas défendable. Mais il a fallu trouver des solutions pour soit ne plus castrer les porcs, mais ça pose des gros problèmes parce que la viande de porc, parfois, quand les porcs ne sont pas castrés, elle n'est pas consommable. Elle a une odeur qui est désagréable et on ne peut pas la manger. Et puis, ou alors trouver des solutions alternatives pour faire en sorte que les porcelets soient castrés avec une anesthésie. Et puis, je reviens un petit peu en arrière, mais castrer les porcs, c'est aussi parfois une nécessité pour faire de la charcuterie parce que les porcs castrés sont plus gras. Et donc, si vous voulez du jambon de Bayonne, par exemple, vous ne pouvez pas faire ça. Donc, voilà, il y avait une vraie question d'organisation de la production. Et petit à petit, toute la filière porc s'est mise en ordre pour soit cesser la castration quand c'est possible, soit la faire dans des conditions sans souffrance pour les animaux. Voilà, c'est pareil, ça prend du temps. Alors, la question de l'élevage intensif, c'est une vraie bonne question. Et on est confronté à nos propres paradoxes. Parce que, par exemple, quand on parle du poulet, on sait que la France produit à peu près 25% des poulets qu'elle consomme hors domicile, c'est-à-dire dans les sandwichs, dans les restaurants, etc. Le reste des poulets est importé essentiellement d'Ukraine, de Pologne, voire du Brésil. Et produit dans des conditions qui sont encore pires que ce qu'on peut avoir dans les très gros élevages de volailles. Donc, la solution, ce serait de réimplanter des élevages avec des normes qui nous conviennent mieux. Mais on ne peut pas implanter des élevages en France parce que les riverains n'en veulent pas. Donc, on est toujours confronté à des problématiques qui sont insolubles, à des doubles standards intellectuels de notre part à tous en tant que consommateurs. Et effectivement, le porc sur caillebotis, ça fait débat, c'est compliqué, mais quand on s'intéresse à ce sujet, on se rend compte qu'il y a aussi des raisons sanitaires pour ça et que, idéalement, effectivement, on pense tous que les porcs devraient être élevés en plein air. Mais ça implique de telles surfaces d'élevage pour satisfaire notre consommation que ça paraît presque impossible. Alors, effectivement, la consommation de viande est à questionner dans notre régime alimentaire, pas pour l'éliminer du tout. Moi, je ne suis pas du tout dans cette optique-là. Il faut sans doute qu'on se pose la question du moins et du mieux, et du moins et du plus rémunérateur pour nos éleveurs et des meilleures conditions pour les animaux. Alors tout ça, ce sont des équations qui sont extrêmement complexes, qui nécessitent, comme je le disais tout à l'heure, qu'on tire bien chaque fil de nos exigences jusqu'au bout pour être bien sûr que ça n'a pas des résultats qui sont pires, c'est-à-dire qui aboutirait par exemple à plus de production ici, mais importer une production vraiment bien moins disante et bien moins bonne en termes de bien-être animal pour remplacer ce qu'on ne ferait plus là. Vous voyez, il faut bien tirer les fils avant de prendre des décisions
pour améliorer globalement le système d'élevage. D'une manière générale, il y a des types d'élevage qui posent plus de questions que d'autres. Par exemple, la volaille, le porc, effectivement, il faut se poser des questions. Il y a d'autres types d'élevage qui en posent très peu. L'élevage des moutons, par exemple, en France, se fait quasiment en plein air toute l'année, 90% du temps. L'élevage des bovins en France est victime de beaucoup de fausses idées. Les vaches sont globalement élevées à l'herbe ou avec des productions de la ferme, en France, à 80%. Et on dit qu'elles sont gavées au soja, ça représente une toute petite partie de leur alimentation, c'est 1 ou 2%. Cette alimentation-là, au soja, du soja importé, effectivement, ce n'est pas une très bonne idée. Et il faut se poser la question de savoir comment on peut la remplacer par des productions de protéines végétales ici en France. Mais ça veut dire qu'à chaque fois, il faut retirer les fils de nos exigences alimentaires jusqu'au bout. Alors, qui dit mieux produire, vous l'avez dit, dit aussi peut-être moins de quantité. Et pourtant, on se retrouve face à des défis mondiaux, puisque selon les dernières projections de l'ONU, nous serons à 9,7 milliards d'habitants en 2050 et 11 milliards de population du siècle. Et les rapports du GIEC alarment aussi sur la question de la nutrition et de l'accès pour tous à l'alimentation. Comment pensez-vous alors l'avenir du modèle agricole français et européen, alors même que les agriculteurs sont moins nombreux, qui font face aux aléas climatiques et doivent répondre aux injonctions des citoyens en leur demandant de sortir de l'agriculture dite productiviste? Oui, alors ça, c'est une vraie question et c'est encore une question qui est observée par nous, par des gens qui n'ont jamais manqué, qui n'ont jamais été en situation de disette et qui ne savent pas en fait ce que c'est qu'une société ou une économie en tension alimentaire. Il y a des pays qui sont en train de découvrir ce que c'est de manière assez dramatique. Par exemple, le Liban, qui est un pays qui est en ce moment un pays de pénurie grave, parce que c'est un pays qui est déstabilisé par ailleurs, par beaucoup d'autres questions politiques. Et ça fait une société complètement déstructurée, une société qui ne sait pas comment elle mangera le soir, c'est une société complètement déstructurée. C'est le lot d'une bonne partie de la planète. Après la pandémie mondiale, l'ONU, le Programme alimentaire mondial, estime qu'environ 1 milliard des humains de cette planète sont en situation de faim, que des centaines de millions d'autres sont dans des situations de nourriture insuffisante, de disette ou de dénutrition. Et la population mondiale croît. Alors, on doit quand même bien se rendre compte, quand on parle de tout ça, que l'agriculture dite productiviste a abouti quand même au taux de famine le plus bas que l'humanité ait jamais connu, en dépit du fait que la population n'ait jamais été aussi nombreuse. Il y a 3 ans de ça, avant la pandémie, la faim n'avait jamais été aussi basse dans le monde, ce qui veut quand même dire qu'il y a certaines vertus à ce système. Alors, il a évidemment ses limites, qu'il touche assez vite en termes de biodiversité ou de pollution, mais il y a quand même des choses à nuancer et à mesurer. Alors, pour ce qui est de l'Europe, c'est une équation à double tranchant. L'Europe, qui se priverait des capacités de sa subsistance et qui refuserait désormais de collaborer aux grands équilibres alimentaires mondiaux, aurait une terrible responsabilité. Alors, on entend souvent, on n'a qu'à développer les agricultures locales et les agricultures paysannes, c'est parce que l'Europe, avec ses produits exportés, a saboté les agricultures locales. Alors, ça a été vrai parfois, c'est globalement très faux. Il faut quand même se rendre compte que, par exemple, sur les céréales, le blé, on le produit sur certaines aires géographiques de la planète et en dessous de certaines latitudes, c'est tout simplement pas possible. Donc, les céréales étant la base de l'alimentation mondiale, on ne fera pas l'économie de se demander comment les bassins producteurs peuvent contribuer aux équilibres alimentaires des zones géographiques qui ne produisent pas de céréales. Ça relève simplement d'une espèce d'égoïsme occidental et c'est vraiment très compliqué et c'est difficilement tenable. Donc, encore une fois, il faut voir la grande image. L'autre conséquence d'une Europe qui refuserait de jouer ce jeu-là et qui, par exemple, compterait sur les importations pour assurer sa subsistance, tout en exigeant des produits avec des standards de qualité meilleurs ou en exigeant, par exemple, du bio, que je ne place pas forcément dans les standards de qualité meilleurs, c'est une autre façon de produire. C'est une façon de déstructurer un peu plus les économies qui produiront cette alimentation pour nous. Parce que si on exige d'importer du bio venu d'Amérique du Sud, c'est de la nourriture qui sera inaccessible pour les populations locales, qui en plus fera de la déforestation pour notre bien-être à nous. Et pour moi, ça me semble extrêmement questionnable
Et ce serait une responsabilité énorme des pays développés que de se servir un peu plus des ressources de la planète, alors que justement, ils refusent de collaborer et que justement, les besoins sont croissants absolument partout. Donc voilà, il y a des vraies questions à poser sur la table. Alors souvent, on repose la question de l'élevage en expliquant que l'élevage, c'est de la ressource alimentaire qui est utilisée par les animaux et pas par les humains. Alors je crois qu'il faut vraiment, vraiment nuancer cette idée-là. Il y a une question à se poser sur l'élevage, mais la plupart du temps, ce que mangent les animaux, ce ne sont pas des choses que pourraient manger les humains. Par exemple, l'herbe de la prairie, je ne connais pas d'humain qui la consomme. Et c'est aussi une manière de bien concentrer l'énergie de manière efficace. Donc, avant de se lancer dans des raisonnements hâtifs sur on n'a qu'à arrêter l'élevage et manger tous des protéagineux, il faut vraiment se poser la question de la pertinence de ce raisonnement qui ne tient que sur des hypothèses et des morceaux de scotch. On l'entend très régulièrement, même constamment. La question climatique et l'agriculture est souvent amenée à être répondue avec l'argument local, la consommation locale. Et on voit émerger de nouveaux types de consommateurs que l'on appelle les locavores, qui se revendiquent donc d'une consommation uniquement et simplement locale. Pensez-vous que ça puisse être étendu à l'échelle nationale et que ce soit viable comme mode de consommation? Alors, c'est une chose très intéressante, le circuit court, ce qu'on pourrait appeler le circuit court. Mais je vais profiter de ce moment pour dire il n'y a pas de solution unique. Il faut se faire à l'idée que la question agricole et la question alimentaire, c'est une question complexe qui va demander qu'on mette en œuvre des quantités de choses différentes et des quantités d'échelles d'évaluation différentes. Une fois que j'ai dit ça, oui, je crois que relocaliser notre agriculture, ça a vraiment un sens à plusieurs échelles. D'une part, parce que ça n'a pas de sens de faire traverser à la planète de la nourriture quand on peut la produire à côté de chez soi. Et je crois que, par exemple, il va falloir qu'on se repose la question de comment est-ce qu'on alimente nos cantines en France, en Europe. Ça ne me paraît pas très logique quand on a une zone de production comme la France, qu'on importe de la nourriture d'ailleurs pour alimenter les cantines. Donc, il faut vraiment se poser la question de comment est-ce qu'on peut aider les cantines à acheter des choses plus locales. Ça a une autre vertu, le fait que les citoyens puissent avoir des liens avec les gens qui produisent leur nourriture. Ça gomme beaucoup d'idées reçues, de jugements à l'emporte-pièce sur l'agriculture, on nous empoisonne, on nous ment, etc. Souvent, discuter avec les gens qui produisent, c'est aussi de se rendre compte des contraintes, de la réalité des saisons, de la réalité des ravageurs des cultures, enfin, je veux dire, des choses aussi simples que ça, que les citoyens français, massivement urbanisés, avec une pyramide démographique agricole qui s'est rétrécie, donc beaucoup moins de gens qui font de la pédagogie agricole finalement, les citoyens ont perdu cette notion-là. Donc, c'est aussi une façon de faire vivre économiquement les territoires en assurant des revenus corrects aux agriculteurs, en supprimant une partie de la chaîne d'échange et en laissant la valeur là où elle est. Donc ça me paraît vraiment le bon sens le plus absolu. Et ça me paraît vraiment crucial qu'on réfléchisse aux aberrations qu'on a à transporter un animal sur des centaines de kilomètres pour le ramener une fois mort, pour le transformer. Enfin, je veux dire, il y a effectivement des choses totalement débiles dans notre système alimentaire. On a aussi détruit des pans de notre agriculture qu'on est désormais obligé d'importer. Par exemple, quand vous voulez des fraises pour faire, je sais pas, pour l'industrie du yaourt, on importe souvent les fraises de Chine parce qu'on a détruit la filière et qu'il n'y a tout simplement plus la ressource. Donc, il faut se poser la question de relocaliser là aussi une partie de nos productions agricoles, notamment les fruits et légumes, parce que ça n'a aucun sens de le faire ailleurs alors qu'on pourrait le faire ici. Mais l'agriculture, ça doit se penser à plusieurs niveaux. Il y a ce niveau local, il y a un niveau intermédiaire à l'échelle de la France parce que c'est logique qu'il y a des bassins de production. Par exemple, on ne fait pas beaucoup de céréales dans le sud de la France. Ce n'est pas une raison pour laquelle on ne doit pas manger du pain dans le sud de la France. On produit beaucoup de fruits dans la vallée du Rhône. Ce n'est pas une raison pour laquelle on ne devrait pas manger des pêches dans le Nord-Pas-de-Calais qui n'en produit pas. La France, qui n'est pas un très grand pays en termes de superficie, ça doit aussi quand même se concevoir comme une zone de production et c'est normal qu'il y ait des échanges à l'intérieur d'un pays. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, il y a aussi la question de l'international, de la stabilisation des bassins de population et le fait que la France, avec ses céréales, qui exporte la moitié de sa production de céréales, les exporte par exemple vers l'Égypte,
vers le Maroc. C'est une façon de stabiliser des pays en leur évitant les émeutes de la faim. Et ça, il faut bien comprendre ça. C'est aussi une responsabilité politique d'exporter de la nourriture pour stabiliser des pays. Alors, cette idée-là, elle est controversée. Hein. On a beaucoup de gens qui disent donc à se débrouiller, on n'a qu'à les laisser se construire une agriculture. Moi, je n'ai pas vu beaucoup de céréales pousser en Égypte, et en tout cas pas suffisamment pour nourrir une population qui est en constante augmentation et qui est très jeune. Voilà. Donc, il faut vraiment se poser la question de notre production et de notre système alimentaire avec plusieurs niveaux de lecture, l'un n'excluant jamais l'autre. Alors, on a l'impression qu'on a des gros problèmes de communication et de saisie des grands enjeux auxquels font face les agriculteurs aujourd'hui. On a parlé de beaucoup de problèmes, on parle de revenus, etc. Mais il y a aussi un problème de reconnaissance et de conditions de vie. On est face à un mal-être général de nos agriculteurs en France. Et vous l'avez souligné dans cette entrevue et dans l'un de vos derniers articles, les chiffres sont alarmants. Les agriculteurs ont, selon les âges, 43% à 200% plus de risques que les autres Français de se suicider. Quelles sont, selon vous, les principales causes de ce mal-être et quelles solutions peut-on trouver pour y répondre? Alors, il y a plusieurs choses. D'une part, quand vous êtes une population qui démographiquement décroît, ça veut dire que tout le système social autour de vous s'effrite. Les agriculteurs étaient très nombreux dans les campagnes, dans les villages, et donc ça formait une forme de société cohérente. Et donc, il y avait une compréhension générale de la manière dont on vivait, au rythme des saisons, avec quelles contraintes, etc. Peut-être une forme d'entraide aussi. Et puis, il y avait aussi une compréhension politique de ce qu'était l'agriculture, parce que dans les conseils municipaux, il y a encore 30 ans, il y avait beaucoup d'agriculteurs. Mais comme ils sont à 1,5% de la population désormais, ils n'ont plus leur place dans ces instances politiques locales. Ça veut dire aussi que la collectivité ne comprend plus forcément leurs problématiques, leur manière de travailler. Et puis, la ville a gagné dans beaucoup d'endroits en emprise, c'est-à-dire qu'on a construit des lotissements au bord des champs, etc. Et l'agriculture qui vivait sa vie s'est retrouvée confrontée à des gens qui avaient un rythme de vie différent, des préoccupations différentes, et qui vivaient assez mal la vie agricole à côté de chez eux. Ça fait du bruit, ça fait de la poussière, il y a des épandages de pesticides, ça sent mauvais parfois quand on met du lisier, etc. Et on s'est retrouvé avec des conflits de voisinage qui se sont souvent envenimés, avec des mondes qui ne se comprenaient plus, qui ne se comprenaient pas. Et puis, politiquement, l'agriculture est assez mal représentée. Il n'y a pas beaucoup de députés agriculteurs. Enfin, voilà, c'est devenu un monde qui s'est coupé du reste de la société pour d'autres raisons aussi. La plupart des familles ont des ancêtres agriculteurs. Et jusqu'il y a encore 30 ou 40 ans, les enfants allaient en vacances dans la famille, dans la ferme, etc. Donc, avaient un vernis de connaissances, une idée de ce que c'était que cette vie-là. Ce lien-là, il s'est coupé. Et puis, il s'est coupé aussi parce que les gens achètent leur nourriture au supermarché, qu'elle est souvent transformée et que, effectivement, on ne sait plus comment ça se compose, un plat avec de la farine qui vient de là, des fruits qui viennent de là, etc. Enfin, on ne sait plus. Et donc, les agriculteurs se sont retrouvés dans cette situation-là, où on a perdu l'idée de la reconnaissance qu'on avait eue pour eux dans les années 60-70 quand ils ont commencé à nourrir la France, et où on n'a plus vu socialement que les nuisances de l'agriculture. Et on ne traite l'agriculture qu'à la lecture et qu'à la lumière de ces nuisances, plus jamais sous l'angle du bénéfice économique qu'il y a à maîtriser son destin agricole. Et ça fait des agriculteurs qui ont l'impression qu'on leur manque de respect, qu'on leur manque de reconnaissance. Et puis, ce phénomène qui s'est développé d'agribashing, d'expliquer que l'agriculture pollue, que l'agriculture c'est mal, que l'agriculture c'est la mort des abeilles, etc., avec souvent beaucoup de mauvaise foi et beaucoup de manipulation et beaucoup de paroles à l'emporte-pièce sans jamais aucune nuance, ça fait un monde qui ne va pas très bien, qui voit en plus sa population vieillir, qui sent qu'il a du mal à attirer des jeunes générations et à transmettre ce qu'il a, qui évolue beaucoup, qui a considérablement changé ses méthodes de travail, parce que quand on voit par exemple les usages de pesticides, ils ont considérablement baissé au cours des 20 dernières années. Personne ne prend le temps de se retourner et de regarder les chiffres, ce qu'ils étaient il y a 20 ans. Mais les progrès ont été réalisés d'une manière extraordinaire. Les fermes ont considérablement changé dans leur manière d'être gérées, dans leur production. Elles innovent beaucoup. La plupart des agriculteurs sont extrêmement bien formés désormais. Quand on regarde le niveau de formation des agriculteurs, on est souvent très, très surpris.
de leur niveau global de connaissances et de leur niveau global de diplôme. Et tout ça n'est pas reconnu par la population qui tout simplement ne parle plus à son agriculture. La France est un grand pays rural qui a un peu honte de lui-même, qui a un peu oublié ses racines et qui a oublié d'où il vient. Et donc, je pense qu'effectivement, il y a une urgence à reparler d'agriculture comme d'un phénomène social et écologique et pas simplement comme un phénomène de santé publique ou comme un problème d'environnement. L'agriculture n'est pas un problème d'environnement. L'agriculture a un aspect environnemental qui est crucial à saisir et à améliorer. Ça n'est pas exactement la même chose. Alors, pour terminer et pour résumer un peu tous ces points qu'on a abordés sur la question agricole française, que pensez-vous, que pensez généralement de l'initiative du gouvernement, les États généraux de l'alimentation, qui peuvent être vus clairement comme une tentative de mesures politiques pour adresser l'ensemble de ces problèmes? Alors, la démarche initiale était vraiment une très bonne idée. C'est-à-dire, ça résume un peu tout ce que j'ai dit avant. On a pris conscience qu'on n'avait plus vraiment de connaissances ou d'images fiables de ce qu'était notre système agricole et alimentaire. Et on s'est dit, on va mettre autour de la table tous les maillons de cette chaîne de production, c'est-à-dire les agriculteurs, c'est-à-dire même l'amont agricole, les fournisseurs d'intrants, etc., de matériel. On va mettre autour de la table la chaîne intermédiaire, c'est-à-dire la première transformation, la deuxième transformation agroalimentaire. On va mettre aussi autour de la table la grande distribution, puisque c'est aujourd'hui le canal par lequel on achète 75 ou 80% de notre nourriture en France. Et puis, on va aussi mettre les consommateurs. Et on va se rendre compte que toute cette chaîne, elle a des attentes qui ne sont pas les mêmes, tout simplement, et qui sont difficiles à concilier. Les agriculteurs veulent vivre correctement, les PME de l'agroalimentaire aussi. Les grandes entreprises de l'agroalimentaire n'ont pas exactement les mêmes soucis parce qu'elles ont, elles, des marges importantes. La grande distribution a sa propre problématique de marge et les consommateurs ont des problèmes de budget et veulent payer moins cher leur alimentation. Donc, on se rend bien compte à un moment que la valeur dans cette chaîne alimentaire, elle est très, 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 très disputée. Et ça, c'est la vraie question. Alors, il y a toute la question de remettre de la valeur dans notre agriculture. Ça ne peut se concevoir que si les citoyens ont conscience des efforts qui sont faits en amont en termes de meilleures pratiques environnementales, et parce que ça, c'est réel, en termes de meilleures pratiques de bien-être animal, parce que c'est lent, mais qu'effectivement, ça avance, et on ne le sait pas assez, et que tout ça, ça a un coût. Et donc, il y a toute cette question de comment est-ce qu'on essaye de mettre de la fluidité dans notre système alimentaire pour que ce soit plus juste pour tous, du producteur au consommateur. On se rend compte, après, je ne sais plus, ça fait 4 ans, 5 peut-être, que c'est extrêmement difficile, que les acteurs sont capables de s'entendre, s'entendre au sens pas entente illicite du terme, mais par exemple, on a vu dans la crise sanitaire que toute notre chaîne alimentaire a fait bloc, qu'elle s'est extrêmement bien comportée, que les acteurs ont été solidaires les uns des autres et ont relativement bien compris les problématiques des uns et des autres, et que finalement, les consommateurs n'ont manqué de rien. Je rappelle ça. Les consommateurs français n'ont manqué de rien dans la pandémie, alors que l'économie était à l'arrêt. Je ne sais pas si on se rend bien compte de la chance qu'on a eue. Ça aurait pu être un drame. On est passé à côté parce qu'on a eu un système qui est extrêmement solide. Et ça questionne quand on dit notre système est à bout de souffle. Moi, je ne crois pas qu'il soit à bout de souffle. Mais on se rend quand même compte que là, maintenant que la situation est redevenue, pas normale, mais quasi normale, c'est reparti. On a des guerres des prix, on a une grande distribution qui ne veut pas passer les hausses de coûts des matières premières alors que toute la chaîne de production a vu ses coûts exploser pour les intrants, pour l'énergie, les cours des céréales qui explosent partout dans le monde. Donc, on se rend compte que ces états généraux de l'alimentation étaient prometteurs et que malheureusement, on n'a encore pas trouvé la solution. Alors, on rectifie la loi régulièrement parce que les négociations ne se passent pas bien, etc. On a aussi un système en France qui fonctionne sur des négociations commerciales, ce qui est quand même une espèce d'exception mondiale, ces négociations entre la grande distribution et ses fournisseurs qui sont quand même source de tensions, qui permettent, c'est un cadre très contraint, qui n'est pas souple et qui ne fonctionne pas très bien et qu'on n'a pas remis en question. Donc voilà, les états généraux de l'alimentation, ça a quand même permis de faire un panorama, de se rendre compte où étaient nos ressources, de se rendre compte d'un certain nombre de problèmes et de manques, de faire des constats, beaucoup de constats, et finalement de résoudre quelques problèmes, mais vraiment pas tous. Donc je pense que ce travail-là, il va devoir continuer, peut-être changer de forme. En tout cas, il n'est pas abouti autant qu'il le devrait. On va terminer sur cette belle ouverture qui donnera des devoirs au prochain président ou à la prochaine présidente
pour le prochain mandat, en espérant qu'il puisse continuer sur cette lancée et résoudre d'autres problèmes. Je vous remercie, Emmanuel Ducrot, pour cette belle entrevue et pour votre temps. Et Merci à vous. Et je remercie les personnes qui nous auront écoutés. N'hésitez pas à suivre les articles, les parutions, etc. d'Emmanuel Ducrot qui sont toujours très intéressantes et pertinentes et parfois à contre-courant de ce qu'on peut voir le plus sur les réseaux sociaux. Et je vous invite évidemment à suivre Scopéo sur YouTube et sur les réseaux sociaux pour être au courant de ce qu'on continue à publier. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Bonne journée.